Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode « Le travail, remettre l'humain au centre ». Donc dans la première partie avec Aniela, on est revenu sur sa rencontre avec les métiers des ressources humaines et de ses différentes expériences professionnelles. On a aussi parlé de son retour en famille en Côte d'Ivoire et de l'importance pour elle de s'écouter. Pour cette deuxième partie, Aniela va nous donner son point de vue en tant qu'experte des ressources humaines pour répondre à nos interrogations de la première saison, quant au rôle des ressources humaines, la gestion des équipes et nous donner quelques tips pour remettre l'humain au centre. Bonne écoute! Bon, pour cette deuxième partie, donc on est toujours avec Aniela, mais là c'est une nouvelle casquette, donc c'est l'experte en ressources humaines. Donc on a pas mal de questions. On espère que tu pourras y répondre et aussi donner ton avis. C'est pas toujours juste ton avis dans le sens les conventions des ressources humaines, mais toi en tant qu'individu aussi, qu'est-ce que tu suggères? C'est en lien aussi à ta personnalité, hein, parce que quand on t'interroge, tu donnes aussi ton avis en tant qu'être humain. Très édulcoré de Aniela. Toujours comme ça. Ouais. Et donc nous, en fait, on a constaté déjà, on a l'impression que le rôle des RH en Côte d'Ivoire n'est pas toujours bien compris. Ouh là là. Donc on se demandait, oui. ouais, donc, parce qu'on l'a constaté au niveau même des directions générales des entreprises dans lesquelles on a été, mais aussi de manière générale même les salariés. Donc pour eux en fait les ressources humaines c'est juste le côté administratif et paye. Tout à fait. Et c'est à la fois, je répondrais en disant que c'est à la fois oui, dommage, mais c'est une sacrée opportunité aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction RH, elle est pas si ancienne que ça, déjà. Elle est pas si ancienne que ça. Et alors, sur notre continent et dans notre pays, elle est encore plus récente. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire il y a 6 ans, les DRH ou les RRH étaient recrutés et étaient sous la responsabilité d'un DAF. C'est-à-dire un directeur administratif et financier. D'accord. Moi, je disais, pardon, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut bien dire que les entreprises avaient pour habitude de rattacher cette fonction à une fonction administrative. Et que le financier était le tout-puissant. Sauf que, à un moment, il faut remettre les choses en ordre. Il y a des entreprises parce qu'il y a une ressource qu'on appelle un être humain, qui est la première ressource et qui va permettre finalement toute chose, qui va permettre d'avoir des moyens financiers, qui va permettre d'avoir des moyens techniques, qui va permettre d'avoir d'autres ressources en fait. Et en plus, en venant d'un cabinet où on avait pour objectif d'accompagner des talents, d'identifier des hauts potentiels, de mettre en place des programmes d'accompagnement, de parler de capital humain, de bilan de compétences, d'assessment center, imaginez ce que j'étais. En fait, j'étais une bête étrange ici en Côte d'Ivoire en arrivant il y a 6 ans. Donc moi je me dis bon, partout où je vais là c'est une histoire de bête étrange. Déjà quand j'étais dans le fameux cabinet en talent management, j'étais un profil atypique. Ici encore j'arrive, j'explique que non c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais bon pas de la bonne façon parce que bien évidemment j'arrive avec tout mon choco, avec mon bounty, on va dire bounty mind, et en fait c'est pas comme ça qu'il faut approcher les entreprises pour qu'elles aient conscience. Et ce qui s'est passé, qui se passe encore, c'est que malheureusement, bon on essaie au mieux de ce qu'on peut d'accompagner les entreprises à comprendre que en fait il faut des vraies directions des ressources humaines. Bon pour autant qu'on ait les compétences aussi, parce que beaucoup de DRH vont être des administratifs en puissance. Et que la notion de talent management, la notion de capital humain, finalement, c'est une notion, mais c'est pas encore véritablement du terrain, avec des outils, avec des pratiques, avec une conscience au day-to-day, en fait, avec une stratégie, avec tout ce que vous voulez, comment gérer l'homme, comment gérer la performance, comment gérer les talents. C'est quand même très récent. Donc, quand moi j'arrive là et que je dis, il faut des directions du capital humain, il faut des responsables talent management, on me regarde, on me dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait, on se met à m'écouter, en tout cas écouter d'autres qui arrivent aussi dans ce secteur, on va dire en Côte d'Ivoire,
que quand c'est le feu dans sa société. C'est-à-dire quand c'est grave. On a bien vu avec Covid, Covid, on cherchait qui? On cherchait les DRH. Là, c'est maintenant c'est le DRH. Oui, il faut venir trouver solution. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est quand même important, un DRH, en fait. Un DRH, c'est un partenaire de la direction générale. Parce que, c'est la personne qui va mettre en place les process et qui va, faire des managers aussi, quelque part, des RH en puissance. Parce qu'un manager, c'est un RH aussi. Il gère des hommes. Donc, on dit bien direction des ressources humaines. Et donc, même si on est sur des expertises, dès lors qu'on est manager, qu'on est chef d'un département, en fait, on est RH. Voilà. Et donc, on est, depuis quelques années, dans cette évangélisation, même si j'aime pas trop ce terme, mais on va dire ça comme ça, de dire aux entreprises, vous n'êtes pas obligés de vivre des pires épisodes avec vos salariés pour investir en fait finalement dans les DRH. Vous n'êtes pas obligés de continuer à payer 3 millions votre DAF et 1 million votre DRH, parce qu'en fait, quand ça va être compliqué, vous allez regarder le DRH avec les solutions qu'il peut apporter en fait. Et si il est démuni et qu'il n'entend pas, vous savez, nous, on a beaucoup de DRH qui nous disent, ou des RRH qui disent, mais la direction ne nous écoute pas, la direction générale ne nous écoute pas. Le DRH doit être entendu au même titre, en fait, qu'un DAF, au même titre qu'un directeur technique, etc., etc. Donc, partant du principe que il y a des projets et des entreprises, parce qu'il y a des hommes et des femmes, il faut redonner ces lettres de noblesse aux ressources humaines. Vraiment. Et les ressources humaines, c'est plusieurs métiers. Encore une fois. On parle de l'administration. L'administration, c'est un pan des ressources humaines. C'est vrai que c'est très important parce que c'est la base. S'il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'organisation, tout ça, a priori, ça peut pas trop fonctionner. Mais les hommes et les femmes ont des émotions, ont des cultures, ont des valeurs. Et puis, tous les jours, on voit bien qu'on gère des émotions au travail. C'est bien pour ça qu'on demande aux managers aujourd'hui d'avoir une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est l'une des principales compétences aujourd'hui en 2021 évaluée chez un manager. Mais encore faut-il définir cette intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est je sais identifier, reconnaître mes émotions et les gérer, identifier, reconnaître les émotions de mes équipes, ou en tout cas de mon vis-à-vis, et les gérer. Si je sais pas gérer mes émotions, je sais pas gérer les émotions des gens de mon équipe, on va s'en sortir comment? Et t'as des managers qui pètent des plombs, qui on va s'en sortir comment en fait? Donc on est pure émotion, voilà. Donc bon, j'ai un peu digressé, mais pour vous dire, ce matin, c'est tellement le quotidien que ce matin j'ai eu l'appel d'un client. C'est un profil qui est directeur risque, mais aussi process et contrôle qualité, qui dit mais il faut que Agiloya forme ma DRH et son assistante à la fonction de DRH, parce qu'elle est arrivée un peu là comme ça, mais elle est plus administrative qu'autre chose. Mais en fait, dans les RH, il y a l'administration, il y a le recrutement. Vous savez pas recruter, vous allez vous tromper, ça va coûter très cher à votre entreprise. Recruter, c'est un métier. Mais oui. Moi, ça fait 15 ans que je le fais, je vous assure que c'est un challenge tous les jours, c'est un métier. C'est un métier, le recrutement. Recruter, former, accompagner, motiver, avoir une stratégie. Enfin, tout ça, ce sont des métiers. La formation, c'est pas le recrutement. Enfin, ça n'a rien à voir. Et voilà, donc en fait, dans les RH, et c'est ce qui est intéressant, il y a plusieurs métiers. Voilà. Donc on n'en a jamais fini. Mais dans vos métiers, est-ce que nous, on avait eu un petit ras-le-bol l'année dernière? On a tapé sur les RH, hein. Ouais, beaucoup. C'est qu'on a travaillé dans des multinationales installées ici. Et ce qui nous a surpris, donc, c'est que c'était multinationales arrivées avec leur culture de chez eux. Et on ne retrouvait pas la culture, on va dire, ivoirienne dans la filiale ici, en fait. Donc on se demandait si c'était le rôle des RH de créer justement une culture d'entreprise propre, ou c'est pas du tout votre métier, ça correspond à quelqu'un d'autre. Alors là, ça va être Anila, sa vision, son idée, son opinion. Moi, je pense que créer une culture d'entreprise, ça appartient déjà à celui qui a la vision. Celui qui a la vision, c'est celui qui crée son entreprise. Quelle est sa vision? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs qu'il veut voir décliner à l'intérieur? Et ensuite, la direction des ressources humaines va prendre le relais pour s'assurer de ce que, dans le recrutement, on recrute des personnes qui portent ces valeurs-là
et qui ont aussi cette vision et qui la partagent. Je donne un exemple, c'est souvent un exemple qui choque. Moi, j'ai un client, une agence, qui me dit oui, nous on n'aime pas les gens qui font 20 enfants parce qu'ils peuvent pas rester tard, donc nous on n'aime pas ça. Bon, si ta principale valeur et ta priorité c'est la famille, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Donc dans les recrutements, c'est sûr que tu vas recruter une personne qui est aussi très que boulot et que ça ne va pas choquer d'entendre ça, parce que ça, même si ça choque, il y en a que ça va pas choquer. Donc c'est un exemple un peu extrême, mais pour dire que quand on a cette vision qui est déclinée depuis le projet initial, c'est-à-dire la personne qui initie l'entreprise en fait et qui va décliner cette vision, le DRH va être garant dans sa politique de recrutement d'embarquer des personnes qui ont des motivations compatibles, des valeurs compatibles pour que ça fonctionne. Il y a des méthodes pour ça. Voilà, c'est pas boule de cristal, il y a des méthodes pour ça. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai même l'impression que quand on va, par exemple, un jeune étudiant qui cherche un travail, je pense que même quand il va chercher, il va cacher des trucs, ou il va mentir, il va s'investir juste parce qu'il a besoin de ce travail-là. Moi, j'adore détecter les mensonges. Tu vois? Et je pense que même les gens, quand ils postulent, ils oublient que ils ont aussi le choix, en fait. Et je dis ça parlant de moi. Ils oublient qu'ils ont aussi des options, ils oublient aussi qu'ils ont des valeurs auxquelles, en fait, faut comparer. Mais il y a une réconciliation à faire. Ça a à voir aussi beaucoup avec, je dirais des schémas anciens, non pas pour les critiquer, mais l'être humain est en évolution. D'accord? Donc, quand je dis évolution, c'est-à-dire que on ne fonctionne pas comme fonctionnaient nos parents, eux-mêmes ne fonctionnent pas comme fonctionnaient leurs parents. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution. Bon, il y en a qui vont dire c'est une régression, selon ce qu'ils vivent, parce qu'ils vont dire les nouvelles générations, c'est n'importe quoi. Mais on vit pas les mêmes choses. Donc partons de ce principe, pourquoi est-ce qu'on veut se gérer aujourd'hui comme on se gérait, comme nos parents se géraient? C'est-à-dire que eux, c'était le travail et point barre. Aujourd'hui pour nous, c'est pas ça. Je me considère, même si on commence à faire un peu âgé, mais aujourd'hui pour nous c'est pas ça. Donc ça, partons de ce principe, les repères changent et comme je le disais tout à l'heure, on va être dans l'action, mais qui va être dans l'action? C'est l'être en fait. Et on parle souvent de quête de sens, mais la quête de sens, c'est est-ce que moi, là, dans mon quotidien, de ce que je vais avoir à faire, je vais être nourrie véritablement? Si c'est pas ça, à un moment, le carburant, il y en a plus, en fait. Voilà, j'ai plus de ressources pour continuer. Et ça donne les maladies qu'on connaît. On a parlé des burn-out, des machins et tout. C'est le monde qui évolue, c'est les consciences qui évoluent. Et puis, c'est le fait qu'on ne peut plus être au hasard quelque part. Sans conscience, au bout d'un moment, ça craque. Voilà. Et c'est ça que, nos parents disent, mais ça, c'est quoi encore ce truc? C'est juste que les générations, les nouvelles générations sont en attente d'autre chose, et là même par décennies, ça bouge, et ça bouge très très vite, de plus en plus vite. Donc il faut accompagner cette vague-là, et la fonction RH en Côte d'Ivoire, pardon pour les RH qui m'écoutent, qui sont en Côte d'Ivoire, vraiment pardon, ne venez pas me taper, mais elle doit se moderniser. Parce que moderniser, c'est surfer, accompagner la vague. Voilà, accompagner la vague. C'est vrai que on a tendance à rester sur des schémas anciens qui nous sécurisent, mais en fait, il y a une chose qui est véridique, c'est que la vie, elle est impermanente. On a bien vu avec Covid qui est arrivé un jour, on n'a rien compris. Voilà. Et qui depuis se multiplie en pandémie au pluriel, avec tous les variants qu'on a, parce qu'on n'a pas le contrôle. Tout ça pour dire que les hommes se géraient peut-être d'une certaine façon avant parce qu'ils avaient des valeurs autres, et aujourd'hui, ça se gère différemment. Donc même si on dit que les générations, elles sont compliquées et ceci et cela, les entreprises, elles ont toujours besoin d'évoluer, elles ont toujours besoin de gagner de l'argent, donc qu'elles trouvent les méthodes pour gérer ces nouvelles générations. On n'a pas le choix, et ça passe par se moderniser, ça passe par accepter de voir ce qui se passe, ça passe par anticiper, ça passe par écouter et identifier les méthodes adaptées pour accompagner tout ça. Preach. Ouais. On espère juste. J'espère que les entreprises nous écoutent quand même. Ne venez pas me taper. Sinon, venez, on va faire accompagnement ensemble. Voilà. Mais du coup, d'ailleurs, pour les entreprises, quand il y a, puisqu'on le constate en Côte d'Ivoire, il y a de plus en plus de profils variés. Il y a aussi des générations différentes. Tout à fait. Et il y a aussi, donc, c'est un peu notre cas, on a vécu à l'étranger et on revient à s'installer ici. Vous fatiguez mes DRH d'ici, hein. Vous les fatiguez. Ah bon? Je dois vous dire ça. Oui, non, vous fatiguez. Même moi-même, j'ai fatigué, hein. Moi-même, j'ai fatigué même. Mais bon.
c'est une histoire de réalité qui doivent se rencontrer. Parce qu'en fait, quand on arrive avec ce qu'on a, on s'imagine des choses. L'autre aussi qui est là, il a ce qu'il a, il s'imagine des choses aussi. Et puis des fois, ça fait bim, mais bim, violent. Voilà. Pardon, je t'ai même pas laissé finir ta question. Non, c'était dans le même sens, hein. C'était de savoir comment gérer justement tous ces profils, ces intégrations, quels sont les outils, vous savez, qu'est-ce qui est fait. Là, c'est moi je vais emprunter des termes à Christelle de Foucault pour ceux qui la connaissent, qui est juste topissime, qu'on a eu la chance d'accueillir à Abidjan il y a maintenant un petit temps et qu'on aimerait faire revenir parce qu'elle est partenaire de l'aventure Agiloya Afrique. En fait, elle dit le recrutement, c'est comme une rencontre amoureuse en fait. C'est pas facile, hein. Il y a des coachs spécialisés en couple, non? Oui. Mais c'est la même chose, en fait. C'est, bon, même si c'est pas pour toute la vie, parce que maintenant c'est ok de faire un temps d'entreprise et puis de changer, le temps où on va être ensemble, on doit s'apporter l'un et l'autre et on va cheminer ensemble. Donc, essayez de vivre ça comme ça. Comment, on se plaît, ça doit être mutuel. S'il y en a un qui plaît, l'autre machin, il y en a un qui, vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Ou alors, j'ai accepté parce que finalement, le salaire, c'est comme si j'ai accepté parce que finalement, c'était un bon parti, mais je suis pas épanouie. Ah d'accord, mais comment tu dis, Lex? Mais c'est la même chose. Voilà. Donc, quelles sont les concessions qu'on est prêt à faire? Et à quel moment qu'est-ce qu'on met en place pour que les réalités se rencontrent aussi? Moi, je sais pas meilleur exemple que ça. Et quand elle dit, c'est en fait une histoire de rencontre amoureuse, oui, c'est une histoire de rencontre, hein. Et faire en sorte que les réalités s'embrassent pour faire un chemin ensemble le plus longtemps possible. En tout cas, créer de la valeur ajoutée et que comme quand on est amoureux, c'est trop chic, là, ça fait pouf comme ça dans le ventre et pouf pouf là dans le cœur. C'est la même chose, on se dit, on se réalise et le boss il dit franchement ma recrue, voilà, infusons ça. J'aime bien cette approche. Ok, donc du coup, moi, je te parle en tant que manager et elle aussi en tant qu'ancienne manager. Comment est-ce que on peut trouver l'équilibre entre être disponible pour ses équipes et prendre la distance sur certains problèmes? Parce que mine de rien, comme tu l'as dit, être manager, c'est en fait être RH. C'est un challenge. Et il faut gérer c'est un sacré challenge. Le travail, mais il faut aussi gérer les problèmes personnels des gens. Oui. Surtout chez nous. Voilà, surtout chez nous. Des gros problèmes en plus en général. Hein. Récemment, il y a un gars qui vient me voir, ma fille est morte de maladie et tout, et là il travaille. Il est en panique, mais il doit travailler parce qu'il a peur qu'on lui coupe son salaire et tout. Je dis, mais arrête tout, rentre chez toi. Mais comment est-ce que moi, jeune manager, je débute, comment je fais pour gérer tout ça en fait? Comment je fais pour prendre la distance? Ça c'est un sacré sujet parce que c'est vrai qu'on est dans des environnements assez particuliers, avec des réalités particulières qui n'ont même pas été les nôtres dans le cadre, je dirais, de l'éducation. Tout à fait. Donc ça en rajoute en termes de complexité. Moi, je pense que la clé de tout, c'est déjà vraiment de se connaître. Déjà se connaître, c'est la base. Que ce soit pour être épanoui professionnellement ou même pour identifier les compétences comportementales qu'on porte en soi qui feront de nous un bon manager. Pour exemple, chez nous, quand on recrute un manager, on lui fait passer des questionnaires et des tests d'aptitude, de compatibilité avec le type de manager qu'il est naturellement. Qui fait que si on est dans un environnement, il faut être participatif et que ça fait partie de ta nature, tu as plus de probabilité de réussir. Si il faut être directif et que c'est ta nature, voilà. Donc, en fait, il y a des outils aussi pour ça, voilà, qui permettent de voir quel type de... Déjà, si on a le potentiel pour être manager, déjà, parce que tout le monde, des fois, on arrive parce qu'on a un certain salaire en France, ça nous positionne en tant que manager, mais au fond de soi, on vit cette aventure, mais vraiment de manière catastrophique, parce que on n'aime pas ça. On préfère être un expert qu'être un manager, en fait. Merci. Et ça demande beaucoup d'habilité, hein, le management. Moi, je vous dis, moi-même, je suis pas un excellent manager. J'accompagne, mais je suis pas un excellent manager parce que pourquoi? Parce que oui, il faut gérer en fait les équipes. Faut pouvoir les accompagner, faut à la fois être ferme et souple. Et puis ça passe aussi par c'est quoi à un moment, c'est quoi être ferme, comment est-ce que jusqu'où je peux aller, où est-ce que je ne peux pas aller. Et souvent c'est important d'avoir le support aussi de sa hiérarchie, c'est-à-dire de sa direction, de partager la vision en fait ensemble et ensuite d'être confortable dans son rôle de manager. Moi je vais juste donner mes petits tips quand j'ai été manager.
Bon, je le suis toujours, hein, mais aujourd'hui, j'ai fait en sorte d'avoir des managers pour pas trop gérer en direct les gens. Franchement, je suis un peu fatiguée et j'ai beaucoup d'idées, de choses à développer. Donc, pour ça, j'ai pas le temps matériel. Parce qu'il faut avoir du temps à consacrer aux gens. On est quand même dans du micromanagement. Ici, je parle de la Côte d'Ivoire. Faut le dire, c'est une réalité, il faut l'assumer. Quand on est dans un pays qui a connu 20 ans de crise, où l'éducation, on a fait comme on pouvait, d'accord, mais qui a connu 20 ans de crise, l'éducation, je suis désolée, on est dans du micromanagement, d'accord? Donc, il faut en avoir conscience et puis se dire jusqu'à quel point est-ce que moi, je peux dealer avec ça? Est-ce que j'ai conscience et que j'ai les armes et les outils pour avancer, en fait, et responsabiliser petit à petit? C'est comme une éducation. C'est pas une formation. Vous voyez, l'éducation, c'est long. Formation, c'est 2-3 jours ou machin, qu'on s'aime, merci, au revoir. Non, l'éducation, c'est beaucoup plus long. Donc, en fait, dans le management, on éduque même encore. Parce que, l'éducation, c'est des fois, c'est des rudiments qu'on nous rabâche pendant beaucoup de temps. Et même en psychologie, on voit bien que une habitude ne devient habitude que sur de la durée. C'est pas parce que j'ai dit quelque chose un jour que ça y est, c'est bon. Paf, j'ai le réflexe, je me comporte comme ça. C'est pas vrai. On peut pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est pas vrai. Donc, cette réalité fait que, oui, il y a beaucoup de micromanagement, il y a beaucoup d'accompagnement sur des choses qui semblent très évidentes ailleurs et pas ici. Mais il y a aussi beaucoup de volonté sur le terrain. Quand on s'intéresse à l'humanité, aux gens, à leurs valeurs, on se dit, mais il y a des choses à faire. Et c'est pour ça que je dis que la Côte d'Ivoire, c'est une aventure fabuleuse en termes de patience. Parce que combien même c'est vrai que tel objectif, je peux l'atteindre en 2 semaines dans un environnement plus ou moins aseptisé. Ici, je vais y arriver peut-être en 3 mois. Mais la valeur ajoutée de ça, comme on dit, ça n'a pas de prix, en fait. On a réussi le miracle. On a réussi le miracle et c'est nous qui l'avons fait. On n'est pas juste un maillon dans la chaîne. On est la personne qui a permis ça. Voilà. Mais on arrive à le faire quand on a trouvé sa place, qu'on n'a pas brutalisé tout le monde en arrivant en disant qu'on a la solution à tout. Donc tout ça pour remettre les choses dans l'ordre. Arrivez doucement. Trouvez votre place. Intéressez-vous aux gens. Vraiment. Voilà. Parce que l'homme a besoin qu'on s'intéresse à lui, en fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est que arriver en parlant la langue du cœur. Il faut pas parler, je pense, que parler la langue du mental ou de l'intelligence, d'une technique, c'est pas suffisant, c'est pas ça qui parle. Ce qui va faire que, toi, Niki, par exemple, dès que je veux quelque chose de toi, tu vas tu vas aller à l'acte. Soit je vais comprendre comment tu fonctionnes, ou je vais pouvoir te toucher, je vais pouvoir toucher ton cœur. Et là, t'es dans l'émotion. Donc, t'es plus ouverte, en fait. Donc ça demande à entendre l'autre et à s'y intéresser, en fait. Donc, il n'y a pas de formule magique, hein. Il y a les conseils classiques du management. Mais ici, sous nos cieux, oui, c'est comme quelque part un grand frère qui arrive et qui porte les autres parce qu'ils ont besoin d'être portés et qui petit à petit va faire comprendre que l'autre, il va pouvoir prendre son destin en main qu'en se responsabilisant avec quelques petits exemples. Tu vois, tu vois. Et puis regarde un moment tout le chemin qu'on a fait ensemble. Mais ça demande de la patience, hein, beaucoup de patience. C'est vraiment les mots-clés, hein. Miracle, patience, mais l'humain, quoi. Parce que on est dans les RH, il y a beaucoup de choses à faire, mais on est dans l'humain. En fait, on a oublié qu'on était dans l'humain. On est parti dans la vie avec des mécanismes, avec des grands projets, des grands ceci, des grands cela. On a oublié l'essence même de ce qu'on est. On est des humains, on est des émotions. Mais faut se rappeler de ça, en fait. Et moi, ça m'interroge parce que tu parles d'humain, ça me fait penser à, tu sais, il y a des équipes, maintenant on en parle de plus en plus, mais des personnes qui sont hypersensibles en fait au travail. Et ça intrigue toujours en tant que manager et même collègue, comment on fait en fait face à ces personnes pour les accompagner ou être à l'écoute comme il faut, mais aussi en soi se préserver aussi parce que c'est pas toujours évident. Moi, je sais que je suis une éponge, j'absorbe tout ce qui est autour de moi. Et face à cette situation, moi, je pense que je serais démunie, hein. Écoute, ça va te demander, étant entendu que tu as conscience de ça, d'être très vigilante à l'environnement que tu vas rejoindre. Parce que a priori, en ayant, moi j'appelle ça une qualité, hein, en tout cas ce trait de caractère, pour que ça fonctionne, il faut avoir un environnement qui est quand même bienveillant pour ne pas être saturé en permanence. Et pour ce conseil, il est valable à la fois pour toi dans ce cas de figure que plein d'autres cas. Apprenez à vous connaître. Comme ça, quand vous êtes en entretien, développez des warnings, faites très attention où vous mettez les pieds, comment la personne elle réagit, comment les personnes vous regardent, ce qui se passe en fait, ces informations qui sont
peut-être un peu plus sur un plan subtil, mais en tout cas en entretien, une fois que vous avez fait le bilan, c'est à ça que ça sert un bilan. Vous savez qui vous êtes. Pourquoi vous allez vous jeter dans la, c'est quoi, faux au lion, cave au lion, comment on dit? Moi, je suis nulle en expression. Ouais. Bon, je sais plus le terme. Voilà. Mais je pense qu'on s'est compris. Ouais. En fait, c'est ça. C'est d'avoir conscience quand même de soi et puis être très vigilant là où on va aller, en fait. Parce que ça se gère, l'hypersensibilité. Mais ça demande à avoir un entourage qui est bienveillant aussi. Exactement. Et la bienveillance, elle n'est pas partout, hein. Notre monde n'est pas bienveillant. Voilà. Donc, mais ça existe quand même, hein. Ça existe. Et puis bon, pour certains métiers, on voit bien avec les traits de caractère, les motivations, qu'il y a des métiers où c'est la probabilité de réussite est plus élevée que dans d'autres, en fonction des traits de caractère. Effectivement. Voilà. Parce qu'en fait, moi j'adore. Enfin, je suis certifiée Harrison Assessment. Harrison, c'est un Américain qui a fait une théorie, qui a basé ses évaluations sur une théorie qui est l'Enjoyment Performance Theory, qui dit que les préférences comportementales, ce que je préfère faire, mais je vais le répéter. Et comme je le répète, je m'améliore via la pratique. Je me professionnalise, l'environnement me fait du feedback qui est positif, ça augmente moi-même mon plaisir et ma jouissance au travail. Tu es dans un cercle vertueux. Donc pourquoi on a déconnecté le plaisir du travail? Et si on reprenait les choses comme ça? Donc oui, on va à l'école, faut avoir des bonnes notes, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu aimes faire véritablement? Et en fait, tout ce que tu aimes faire, c'est compatible dans des métiers. Pas que le métier de pilote, hein. Si t'as pas réussi à être pilote, quand tu voulais être pilote, pourquoi tu voulais être pilote? Il y a peut-être d'autres métiers qui vont te permettre de nourrir les besoins cachés derrière le métier de pilote qui vont faire que tu vas être bien. Et c'est ça qu'on fait en accompagnement, on explore ça. Voilà. On va peut-être se réconcilier avec le travail, alors. Et ça va de loin. Après, moi je vous dis, ça a commencé très tôt. Vraiment, j'observais dans les couloirs des personnes errantes comme ça, travail, Zombieland. C'était ça, on dirait Zombieland en fait. C'était effrayant. Pour une gamine de je sais pas quel âge j'avais, 10 ans, je me disais c'est quoi ça? Enfin, c'est étrange quoi. Voilà, après... Voilà, moi j'avais souvenir que tout le monde n'était pas forcément épanoui, ou d'autres s'accrochaient à des choses, et puis ça fonctionnait plus ou moins, mais la plupart des personnes n'étaient pas épanouies, et franchement, elles bossaient pas, elles travaillaient pas. Et je me disais, mais le patron que je connais là, je crois pas qu'il serait content de savoir que celle-là, elle travaille pas et joue au solitaire. Voilà, je faisais un peu ma petite pestouille. Mais voilà, avec cette théorie-là de Harrison, et dans le même sens inverse, ce que tu n'aimes pas, mais a priori tu vas procrastiner. Comment tu veux t'améliorer vu que tu vas procrastiner? C'est comme les maths. Tu pratiques pas, quoique moi j'ai essayé de pratiquer mais ça n'a jamais marché. Donc c'est peut-être pas un bon exemple. Mais voilà, tu ne pratiques pas, tu n'aimes pas, tu remets à demain, le feedback de l'entourage il est pas bon. Toi-même c'est affreux. Mais pourquoi vivre le travail comme ça? Pourquoi? Donc on essaie aujourd'hui avec Agiloya Afrique et puis avec des consultants partenaires de remettre cette conscience-là dans les écoles déjà. Ouais, c'est la base. Faut que ça commence là, c'est la base. De toute façon, c'est inévitable parce que les générations aujourd'hui, il y a des choses qu'elles ne laissent plus passer, que les autres laissaient passer, c'était ok parce qu'on était dans d'autres schémas. Et puis voilà, on n'est pas à dire qu'il y a une époque qui était meilleure qu'une autre, c'est la vie qui est en évolution, qui bouge et puis on s'adapte à ça. On fait au mieux. C'était beau ça. Super beau. Tu on est à court de questions et tout, c'était beau ça. Non. Là en fait j'écoute tes mots et je me dis faudrait peut-être que je me réconcilie avec le travail, c'est vrai. Vu ça de manière plus agréable. Mais c'est vrai qu'il y a des choses parfois pas évidentes. Par exemple, en ce moment toutes les copies, nous-mêmes les copains, on parle beaucoup de comment on gère un supérieur hiérarchique incompétent. Ça nous bouffe en fait en termes d'énergie. Et ça peut détruire aussi notre motivation à nous, même si on estime que notre travail en soi, on aime bien les missions, on aime bien les collègues, mais juste gérer cette personne-là, ça peut donner une boule au ventre ou elle a envie d'aller à reculons en fait au travail. Surtout dans notre contexte ici qui est très très axé sur le respect des aînés, respect de la hiérarchie. Comment on gère ça quoi? D'accord. Là, juste répondre à cette question du tac au tac, c'est pas forcément évident parce que ces questions-là, ce sont des questions, on va vraiment dans des accompagnements pour comprendre ce qu'il y a derrière. Oui, bien évidemment, il y a le supérieur qui est là, qui nous gêne, mais c'est comprendre qu'est-ce qui nous gêne en lui et à quoi qu'est-ce que ça fait résonner en fait à l'intérieur. Ça gratte quoi en fait à l'intérieur? Qu'est-ce qui moi me freine aussi
je vais pas dire de prendre le pouvoir. Est-ce que c'est la confiance en moi, quelque part, que j'ai plus à développer pour me positionner aussi? Parce que, vous savez, rien n'est à propos des autres. Tout est à propos de soi-même. Si je vis ça et que je continue à accepter ça, mais quelles ressources est-ce que je peux trouver en moi pour ne plus subir cette situation-là, en fait? Parce que même le supérieur qui agit de telle et telle façon, il vit des choses qu'il vous dira jamais, mais il vit des difficultés aussi qu'il vous dira jamais. Mais comment créer la rencontre? Si toi-même tu ne t'es pas véritablement rencontré, c'est compliqué d'aller vers l'autre, en fait. Donc, en fait, derrière ça, il y a des choses qu'il faut creuser pour comprendre et puis trouver ce qui va permettre de faire sauter, moi c'est comme un plomb en fait, le plomb qui est là, qui est au-dessus là, qui me comme ça, parce que j'ai besoin d'en sortir, j'ai besoin de respirer, même si c'est une réalité dans nos environnements. Je déjeunais ce matin avec une très belle personne qui fait, on est complémentaires dans nos aventures. Lui, il est beaucoup plus senior que moi. Il m'a dit, Aniela, quand on fait ce qu'on fait, c'est qu'on est forcément impliqué, investi d'une mission, parce que l'Afrique n'est pas facile. Et si on est là, c'est justement parce que c'est une mission. Vous savez, quand vous initiez un chemin dans la broussaille, là, il y a des serpents, il y a des cobras, c'est jamais facile. Par contre, celui qui va arriver derrière va dire, oh, mais c'est magnifique. Mais si c'est vous qui devez le creuser, pourquoi vous voulez que ce soit facile? La vie, elle est comme ça, en fait. Elle est vraiment comme ça, cette vie. Et il parlait en Afrique, comment on dit, mental slave, enfin, je sais pas comment, l'exprimer encore, mais cette histoire de complexe, cette histoire de fardeau qu'on porte de façon consciente ou inconsciente, allez, maintenant que je suis arrivée à ce titre-là, on me doit du respect, machin, mais c'est des blessures qu'on a en interne. Mais toi, si tu vois ça, quelle est la ressource que tu as pour faire péter ce bouchon-là qui est en face? Et que la personne, à un moment, elle se dise, la personne là m'a guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va loin, hein. Ça va très 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 loin. Tout est expérience. Mais ça passe par prendre du temps. Parce que, oui, il me gêne. Mais à quel point est-ce que j'ai pris le temps de l'observer, de comprendre qui il est véritablement? Quelle est son histoire? Qui fait qu'il se comporte comme ça? Est-ce que j'ai réussi à lui parler la langue du cœur? Est-ce que j'ai réussi? Pour voir comment si son comportement change. On est en accompagnement en ce moment dans un établissement pour gérer l'accueil, et les filles rencontrent des clients, des patients très difficiles, des clients en tout cas très difficiles, et en fait un des tips qui est donné, c'est plus il vous crie dessus parce qu'en plus il a ses problèmes, plus vous envoyez de l'amour et de la générosité, de la gentillesse. Si vous entrez sur un ring et on vous tape, vous rendez, là on est dans un combat. Au moment où vous tape, vous donnez de l'amour, vous avez arrêté le combat. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est ça? Non, mais mais vous êtes en combat, forcément, parce que vous acceptez pas ça. Vous vous dites, c'est pas normal, en fait. Parce que normalement, en haut, ça devrait être comme ça. Ouais, ça, c'est parce que quand on était avant, là, c'était comme ça. Bon, là, on est venu, c'est plus comme ça, on fait comment? Il faut bien avancer, pourtant. On continue à dire c'est l'autre, ou on trouve la ressource pour faire bouger les choses nous-mêmes. C'est possible, hein. Mais bon, ça prend plus qu'un podcast. Ouais, on a reçu une séance gratuite de coaching. Ça prend du temps, ça prend plus qu'un podcast, en vrai. Ça, c'est clair. Mais l'attention envers soi et envers l'autre, c'est essentiel. Essentiel. Comprendre pourquoi l'autre agit de telle façon. Quels sont ses défis personnels? Et quelle est la ressource que je vais trouver en moi pour pouvoir faire en sorte qu'on avance véritablement ensemble. Ça demande beaucoup de réflexion, ça. Ouais. On est prêt quand on a fait le travail sur soi. Et en général, tant qu'on vit ça, c'est qu'on n'a pas assez travaillé. Après, c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est qu'il y a des choses à gérer avec soi-même déjà. Voilà. Parce que la première loyauté, c'est celle qu'on a envers soi-même. La générosité, la vraie, c'est celle qu'on a envers soi-même. N'est pas généreux qui donne, est généreux qui est généreux avec lui-même déjà. Sinon, c'est du mytho. Okay. Donc, dernière question. Désolée pour les auditeurs, on peut pas aborder toutes les questions ressources humaines. C'est plus qu'un podcast, comme tu l'as dit. Comment est-ce que dans ce monde professionnel, en tant que jeune femme, nous pouvons évoluer, sachant que notre société est très masculine, parfois super sexiste. Donc, quels sont les conseils que tu peux nous donner en tant que jeune femme, essayant d'avoir une carrière correcte, qui se respecte et qui essaye de faire sa place dans cette société. Finalement, tout ce qu'on s'est dit pendant ce podcast a à voir avec soi. À quel point est-ce qu'on a conscience de soi, qu'est-ce qui nous porte dans la vie, quand on a un projet, pourquoi est-ce qu'on a ce projet, et en fait
ce projet, il nous porte tous les jours et on est dans l'évidence même. Et quand on est dans l'évidence même, ça rejoint même l'exemple du choco où on rigolait tout à l'heure, l'environnement s'adapte. L'environnement finit par accepter ce qu'on est. On a souvent des exemples des gens à l'école, parce qu'à l'école, on n'est pas très bienveillant non plus, hein. La fille là, ses yeux là sont comme ça, ses machins sont comme ça. Ben oui, on va pas dire ça pendant toute l'année scolaire. Ouais. On le dit au début et puis après, on accepte, c'est comme ça. Moi, j'ai 34 ans, j'entreprends, j'ai un cabinet, j'ai des salariés, je suis une femme, je suis une maman. Quand on regarde les autres intervenants, il y a pas beaucoup de femmes qui ont 34 ans. Enfin, voilà. Donc à un moment, soit j'avance en me disant c'est ça, c'est mon truc et je reste concentrée, comme je l'ai fait dans le cabinet où j'étais en France, où on me disait mais t'es la seule black. Ben oui, à un moment je me suis même pas rendu compte. Ouais. Je suis restée concentrée sur mon objectif et portée par cette évidence. Il y a une autre chose aussi. D'ailleurs tout à l'heure j'ai mon cours de boxe. Et je dis souvent, pourquoi est-ce que je fais de la boxe? C'est pas parce que j'ai rêvé de ce sport, hein. Mais c'est juste que dans ce métier, dans ce sport, il faut rester concentré sur l'objectif. Dès lors qu'on est plus concentré, on s'en prend une. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est, quand on a trouvé sa mission, ce qu'on a envie de développer, de réaliser en vérité, on fait pas attention autour. Ou alors, ça nous impacte moins. Parce qu'on a conscience de ce que ce sont les autres et leurs défis. C'est pas le nôtre. Ouais. Le nôtre, il est assez là, présent, pour dealer avec lui, en fait. Voyez. Donc on arrive à rester concentré. C'est ça, en fait. On reste concentré sur l'objectif. Voilà. Concentré sur l'objectif. Et cette concentration, elle n'est possible que si on a assez réfléchi à ce qu'on est, ce qu'on a vraiment envie de faire, et qu'on le vit comme une évidence. C'est quelque chose qu'on sent au fond de soi, en fait. Et en fait, quand les autres arrivent, ils disent « c'est comme quand moi j'ai coupé mes cheveux. » Bon, c'est pas les mêmes réactions partout. Bon, la plupart c'est « c'est joli, c'est machin. » Je fais « d'accord, ok. » Mais moi, c'était une évidence. Ça plaît pas. À un moment, c'était c'est comme me couper les ongles. Fallait que je me coupe, en fait. C'est ok. C'est ok comme ça. Voilà. C'est ok comme ça. Voilà, et je vais pas lui il a dit que c'est bien, lui il a dit que c'est pas bien, oh machin, oh là là. Bon, bref, je me suis coupé j'en avais besoin. Ouais. Et puis OK, c'est OK. Voilà. Mais le c'est OK là, il arrive quand on a pris le temps de conscientiser ce qu'on est, ce dont on a vraiment besoin et que on est en vérité avec soi-même. Et c'est pas facile, hein. Je le dis de façon très très fluide, mais c'est pas facile. Parce que garder le cap même, il y a des questionnements qui arrivent au fur et à mesure, il y a beaucoup de tentations aussi, de découragement. Mais la vie fait que, ok, il y a un obstacle, mais à un moment on vit quelque chose qui est un énorme succès après l'obstacle. Et là vous vous dites, ok, en fait c'était ça. Ça en valait la peine. Voilà, ça en valait la peine. On n'a pas dit que ce serait facile, mais on a dit que ça en valait la peine. Et cette aventure et les autres que je vis en ce moment... c'est ça. Nice. Voilà. Sur ces belles paroles. Trouvez-vous. Trouvez-vous. Non, mais c'est vraiment le cœur, je pense, de tout. Se trouver vraiment. Et les réponses, elles arrivent ensuite. Et on n'est plus déconcentré. Enfin, on n'est plus, on reste concentré, quoi. Sur ce qu'on est. Parce que c'est fluide, en fait, à l'intérieur. Tout à fait. Voilà. Ça marche. Dernier, pour clôturer, en général, on a un petit rituel, on demande les kiffs du moment. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux recommander aux auditeurs et auditrices? Ça peut être un livre, une chanson, un podcast, ce que tu veux, une activité, voilà. Un voyage, je sais pas. Un voyage avec Covid, là, vraiment. Mais ça pousse les gens à voyager dans leur pays, hein. Ouais. Mais vraiment, c'est vrai en plus, hein. Mais oui, et c'est très 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 bien. Qu'est-ce que je pourrais recommander? Il y a tellement de belles choses en fait, parce qu'avec la période qu'on vit, on se redécouvre, même dans la difficulté, on se redécouvre. Il y a eu beaucoup de tristesse, il y en a encore. Il y a des personnes qui partent, c'est vrai. Quand je parle de partir, je parle vraiment de décès, et ça pousse à se reposer des questions qui sont existentielles, et puis à apprécier le bonheur dans des très petites choses. Ouais. Ça m'est difficile de donner un conseil parce que moi je m'intéresse à tout et rien à la fois. Vraiment, je suis un peu comme ça. Après, moi ce que je fais en ce moment, c'est
c'est en lien avec redécouvrir son pays, voilà. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin toujours de partir si loin. Et on peut se ressourcer à quelques heures, et puis de prendre le temps d'observer la nature. Ouais. Et pas juste prendre les choses pour acquis, et vraiment les redécouvrir et s'en nourrir. Donc, oui, c'est une belle idée, ça. Découvrez le pays. Il est très beau en plus ce pays. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique. On a fait des régions, mais Incroyable. Ouais. Incroyable. Sable désertique, il y a personne. Ouais. Et le sable est nickel, pas un seul plastique, pas magnifique. C'était où, ça? Fresco. Ah, Ouais. La route, elle est pas top, mais franchement, un paysage magnifique. D'accord. On avait la mangrove, on avait une plage limite privée, on avait une falaise. Les falaises, c'était magnifique. Ouais. Mais ça, bon, pour finir sur une touche encore spirituelle, hein, ce que tu dis, c'est comme quand on essaie de trouver les réponses à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur. Voilà. On peut pas aller loin, mais sous nos yeux, voilà ce qui se passe. Il y a un trésor. Ça a à voir avec ce qu'on vit. Hein. Merci à vous. Ouais, Merci beaucoup Agnella, c'était un plaisir. Et bon voilà. Hein. On a eu une belle séance de coaching. Je te jure, il est gratuit en plus. Je vais Et bravo pour votre projet. Merci beaucoup. Donc on te tient au courant. Yes. Ça sera du choix. Bon, c'était nous sur Madame Attrape ton cœur. Merci d'avoir écouté la deuxième partie de l'épisode Le travail, remettre l'humain au centre avec Agnella V. Kwaku. Exceptionnellement, l'équipe du moment de Nikki et Bi seront partagées sur les réseaux sociaux. Nous espérons que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis ou partager vos expériences sur nos comptes Facebook et Instagram ou à nous contacter par email à madameattrapetoncoeur@gmail.com. Prenez soin de vous, à bientôt, bye.